Bonjour à tous. Je vous propose de passer quelques minutes avec Sonia Perrotte et Jean-Philippe Trabichet. Nous allons nous entretenir sur le sujet Un projet ERP pour l'entreprise. Cette vidéo fait partie du cours Intégration de logiciels ERP du module 613.1. Nous allons rapidement revenir sur les éléments spécifiques d'un logiciel ERP, analyser le processus d'implantation de ce type de logiciel dans les entreprises et parcourir en détail les étapes d'un projet ERP. Bonjour Sonia, bonjour Jean-Philippe. Pouvons-nous commencer par nous rappeler qu'est-ce qu'un ERP ? Alors, un ERP, c'est un logiciel qui est développé par un éditeur unique et qui comporte deux couches. Une première couche qui est la couche générique, qui est là pour répondre au plus grand nombre de clients et qui va donc contenir toutes les fonctionnalités standards. Et ensuite, on a une couche plus spécifique qui est paramétrée ou même développée en fonction des besoins spécifiques du client. L'ERP, il est prêt à être implémenté et puis il a une couverture opérationnelle à 100%. Je vous arrête. Que signifie une couverture opérationnelle ? Alors, la couverture opérationnelle, c'est le nombre de processus, le pourcentage des processus métiers qui sont pris en charge par l'ERP. Alors, je pense que Sonia est un peu optimiste. On va s'approcher le plus possible du 100%. Mais ce qui est important aussi dans l'ERP, c'est pas seulement la couverture opérationnelle, le plus proche possible du 100%, c'est l'intégration, c'est-à-dire le fait que les processus vont être tous organisés à travers le logiciel, dans le même logiciel, dans les mêmes modèles. Alors, du coup, parlons justement des caractéristiques d'un ERP. Première caractéristique d'un ERP, il est adaptable. Alors en effet, on doit pouvoir l'adapter à la réalité de l'entreprise. Donc grâce à du paramétrage, on va pouvoir faire en sorte qu'il réponde vraiment aux besoins de l'entreprise. Puis aussi grâce à de la configuration et au pire à du développement, ce qu'on va quand même éviter car ça a un coût. Ensuite, un ERP est susceptible de gérer la multiplicité. Oui, en effet, une entreprise peut être amenée à avoir plusieurs succursales dans différents pays. Donc il faut que l'ERP puisse lui permettre de gérer les différentes langues, les différentes devises, s'il y a différentes TVA par exemple. Donc toute cette multiplicité, elle est gérée par l'ERP. L'ERP, ça va devenir pour l'entreprise un référentiel unique de données. Oui, on a une base de données unique pour tous les modules de l'ERP. Donc cette information, elle est unique et mise à jour en temps réel pour toutes les fonctionnalités. Si possible, mais ça c'est pas toujours évident parce que techniquement c'est pas simple, l'ERP doit être interfaçable avec les autres applicatifs de l'entreprise. Et puis, autre caractéristique, l'uniformisation des entreprises, des interfaces homme-machine. Alors oui, le but c'est déjà dans un premier temps, l'entreprise a forcément des applications déjà en place qu'elle ne veut pas remplacer par l'ERP, donc elle va les garder. Et il faut que notre ERP puisse communiquer avec ces applications. Grâce à des interfaces, on va pouvoir échanger les informations, les données et ne pas avoir une multiplication comme ça des données. Et puis le fait d'avoir une interface homme-machine qui soit uniforme pour tout l'ERP permet aux utilisateurs, même s'ils changent de service, d'être déjà formés à l'ERP. L'ERP, c'est un logiciel qui est stable, qui est maintenable, qui est évolutif. C'est-à-dire qu'en fait, la pérennité avec l'éditeur est importante parce que si on veut garder le produit pendant plusieurs années, il faut que l'éditeur existe aussi pendant plusieurs années. Et puis l'ERP, c'est un produit robuste. Oui, le but est que si l'utilisateur ne sait pas vraiment utiliser l'ERP et qu'il appuie sur plusieurs boutons ou fait des étapes qui ne sont pas dans le bon ordre, l'ERP puisse toujours continuer à fonctionner et qu'il ne plante pas à la première mauvaise utilisation de l'utilisateur. Voilà pour les caractéristiques d'un ERP. On voit sur ce graphique, issu d'une enquête du Journal du Net, les principaux critères qui ont dicté les entreprises dans le choix de leur ERP. En premier, bien sûr, le logiciel doit répondre aux besoins fonctionnels, ce qui correspond à la couverture opérationnelle dont nous parlions juste avant. On voit aussi que la renommée de l'éditeur compte pour beaucoup.
Oui, j'aimerais insister sur ce deuxième critère. Je vous rappelle qu'un projet ERP, c'est un projet stratégique pour l'entreprise. Et donc le choix du partenaire, c'est un partenaire pour longtemps. Et donc il faut qu'il soit bien fait. Les autres critères, ergonomie, coût et aspect technique, sont plus traditionnels. Donc lors d'un projet ERP, les entreprises vont installer certains modules en priorité. Donc en priorité, on va retrouver les modules de gestion de stock, planification de la production et achat. Ça va représenter 90% des entreprises qui installent ces modules dans une première phase. Ensuite, pour 80%, ça va être les modules qui concernent la comptabilité, la gestion des comptes clients et le contrôle de gestion. Puis, dans une proportion moindre, la logistique. Et pour 50%, la gestion des immobilisations et la gestion de la qualité. Et vraiment, après, tout petit, tout ce qui concerne les RH et la recherche et développement. Toujours basé sur l'enquête du JDN, nous voyons ici quelles sont les briques fonctionnelles, les modules si vous préférez, installés et opérationnels dans l'ERP de l'entreprise, en tête, bien sûr, la fonction comptabilité. Oui, ce qu'on voit, c'est que les ERP se sont bien implantés et bien imposés dans les fonctions opérationnelles, un peu moins dans les fonctions stratégiques telles que le marketing et le support client. Et puis, par contre, au niveau des ressources humaines, l'implantation des ERP est encore assez faible. Combien de temps dure un projet ERP en moyenne? Alors, l'installation dure de 10 à 24 mois. Alors, c'est plutôt 18 mois en moyenne parce que je te rappelle qu'il est important de faire attention à l'évolution des technologies et des besoins. Donc, on essaye de faire au plus vite. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, c'est faire un déploiement et améliorer le ROI par un... Stop. Pouvez-vous juste expliquer qu'est-ce que c'est que le ROI, s'il vous plaît? Alors, c'est le retour sur l'investissement. Ce que je voulais dire, c'est que si on fait des installations partielles, typiquement on commence par le stock ou on commence par la comptabilité, on peut déjà bénéficier des retours de l'ERP alors que le projet n'est pas complètement terminé. Voici, à ce sujet, le résultat de l'enquête du JDM. La grande majorité des projets ERP durent quand même plus d'1 an. Pour terminer cette enquête du JDM, les bénéfices principaux que les entreprises ont retirés de leur migration vers l'ERP. Très clairement, les deux premiers critères, les deux premiers bénéfices augmentent la performance de l'entreprise et d'ailleurs dépendent du degré d'intégration. On voit que plus de 3/4 des entreprises sondées sont satisfaits, même très satisfaits, de leur ERP. Et finalement, ce dernier graphique illustre les évolutions que les entreprises prévoient pour leur ERP. Alors, là, je ne suis pas très content de ce résultat, dans le sens où, effectivement, l'activation d'un nouveau module, l'élargissement du périmètre, c'est excellent parce que ça augmente la couverture opérationnelle. Par contre, la montée en version, ça c'est un truc d'informaticien, et c'est dommage que ce soit la première évolution qui est prévue par les entreprises. Merci Nguyen pour cette présentation. Merci à vous. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, du déroulement d'un projet ERP dans une entreprise. Première étape, le cadrage du projet. Alors, le contexte. En fait, le cadrage du projet, c'est le périmètre, et le contexte, c'est clairement la situation de départ et le pourquoi. La finalité. La finalité, c'est les impacts attendus en lien avec le schéma directeur informatique. Les objectifs. Donc les délivrables, comme dans tout projet. Les contraintes, bien sûr. Techniques, économiques. Les acteurs. Et l'organisation, c'est-à-dire pas seulement les gens, mais la structure. Les risques. Les risques à faire le projet et les risques à ne pas faire le projet. Les facteurs clés de succès. Les échéances, la dimension financière du projet, donc le budget. Parlez-nous maintenant des facteurs clés du succès. Alors on va le faire en montant. Donc maintenant on va parler des clés du succès d'un projet ERP. Rappelons que le projet ERP, ce n'est pas un simple projet informatique. Donc un des principaux facteurs clés, c'est l'implication de la direction générale en tant que MOA. La direction générale, elle représente le métier. La MOA, c'est le métier. Si elle n'est pas impliquée, le projet ne va pas aller. Et puis il faut aussi que l'entreprise soit capable de simplifier ses processus. Donc vraiment en allant vers une standardisation.
Le partenariat avec l'éditeur est aussi important. Ah, partenariat, j'insiste là-dessus. Partenariat, c'est gagnant-gagnant, perdant-perdant. Donc l'éditeur, c'est quelqu'un avec lequel on va travailler pendant de longues années. Donc l'entreprise, elle a aussi d'autres applications dans son système d'information. Donc les interfaces, la gestion des interfaces est aussi très importante. Et puis, bien sûr, la phase de test, ça, il ne faut jamais l'oublier. Jamais négliger la phase de test. On parle à des informaticiens. Merci. Et bien sûr, très important, l'implication des utilisateurs. Alors les utilisateurs, il faut qu'ils adhèrent au projet. Et puis naturellement, les gros problèmes qu'on a dans tous les projets, c'est la résistance au changement. Oui. Alors, concernant le management d'un projet ERP, il y a 3 niveaux décisionnels. En effet, on a la direction de l'entreprise, Qui est donc clairement le niveau stratégique. la maîtrise d'ouvrage du projet, C'est ce qu'on appelle la MOA, c'est le métier, c'est les gens qui vont être les bénéficiaires du projet. et puis la maîtrise d'œuvre du projet qui est dirigée par le chef de projet. Et là, on est au niveau opérationnel, là, on est au niveau des informaticiens ou des consultants de l'entreprise qui installent le projet ERP. Donc la MOA et la MOE dont on vient de parler se répartissent en fait le pilotage du projet. Le pilotage stratégique, qui doit rester en adéquation avec la stratégie de l'entreprise, on se rappelle, et le pilotage opérationnel. Voilà. Voilà, alors pour terminer cette vidéo, on va vite, rapidement passer en revue les diapositives qu'on a mis à disposition sur Cyberlearn et qui concernent les phases du projet ERP. Une grande partie a déjà été faite dans les jeux de rôle qu'on a fait avec vous en classe, donc ça va aller assez vite. Étude d'opportunité, phase préparatoire avec tous ces éléments comme le cahier des charges, l'appel d'offres, le dépouillement, la phase de conception, le déploiement, la mise en service et la phase de post-implantation. Donc, au début, l'étude d'opportunité et de faisabilité, il s'agit clairement de montrer l'intérêt du projet à la direction de l'entreprise. On voit un peu qu'un projet ERP, c'est les mêmes arguments que pour un projet normal. Obtenir le feu vert pour la phase préparatoire et constituer le groupe d'avant-projet avec un chef de groupe d'avant-projet. Dans la phase préparatoire, il y a toujours 2 étapes. D'abord, la préparation de l'appel d'offres, tel que vous l'avez joué en cours, et deuxièmement, le choix du logiciel, et ensuite, lorsque ce logiciel est choisi, l'organisation du projet. Puis, détaillons un petit peu le cahier des charges fonctionnel. Donc, le cahier des charges fonctionnel, c'est clairement la spécification des besoins. On doit y mettre des éléments tels que le contexte, la place de l'ERP dans le système d'information de l'entreprise, mais aussi le périmètre concerné, on appelle ça le scope, les objectifs, les délais, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour un projet. Je vous laisse lire la diapositive tranquillement. Au niveau des orientations informatiques, il est important de définir dans le cahier des charges l'existant technique, l'existant organisationnel, si possible l'état des taux du degré d'intégration et de la couverture opérationnelle, les contraintes vis-à-vis des éditeurs, la planification souhaitée, le plan d'investissement et de financement et les coûts de fonctionnement prévus. Plus vous mettez de détails dans un cahier des charges, plus vous avez des réponses qui correspondent à vos besoins. L'appel d'offres peut être fait de 2 manières, soit en une fois pour l'éditeur et les consultants intégrateurs qui vont assurer le partenariat, soit en 2 fois. Vous choisissez d'abord l'éditeur et ensuite vous choisissez l'entreprise partenaire qui distribue le produit et qui va vous aider à faire l'implantation. C'est 2 stratégies différentes. Concernant le dépouillement de l'appel d'offres, on en a parlé aussi en classe, il nous faut une équipe, des critères, des pondérations. Et puis ensuite, le processus est habituel, on choisit les gagnants, on avertit les perdants, vraisemblablement, d'ailleurs, de la même façon qu'on engagerait quelqu'un, on organise une 2e sélection, on peut négocier des prix, des rabais ou des environnements particuliers. Et lorsqu'on a choisi l'éditeur, les critères sont la stratégie de celui-ci, sa santé financière et la pérennité. Vous avez remarqué que ce mot est revenu assez souvent. C'est important de savoir que votre partenaire, l'éditeur de l'ERP va être un partenaire à long terme et donc il faut qu'il soit pérenne. L'implantation locale, c'est plus facile de faire des affaires avec des gens qui parlent la même langue que nous, qui ont la même culture économique, qu'un éditeur qui se trouve à l'autre bout des États-Unis ou même de Chine ou en Inde. La connaissance de notre métier, donc ça, on vient de plus en plus vers des ERP qui sont spécifiques à un métier, c'est quand même beaucoup plus confortable, ou qui ont des développements qui ont déjà été faits pour les gens qui font le même métier que nous. Et puis, bien sûr, dans le choix de l'éditeur, il y a toute la notion des prix des licences, des maintenances, avec les options qu'il peut y avoir entre le logiciel libre et le logiciel commercial.
au niveau du choix de l'intégrateur, c'est-à-dire la deuxième entreprise qui est habituellement un partenaire de l'éditeur avec laquelle on va avoir un contact, qui va nous envoyer des collaborateurs avec lesquels nous allons travailler, des collaborateurs qui vont collaborer avec les nôtres pour faire des partages de compétences. D'une part, je vous rappelle, les consultants de l'éditeur et de l'intégrateur sont des gens qui connaissent le produit et nos collaborateurs, eux, connaissent nos métiers. Alors, on peut utiliser des critères tout à fait standards, tels que la référence d'autres clients, et puis on va même des fois jusqu'à demander le CV des collaborateurs que l'entreprise intégrateur va nous envoyer chez nous. Et puis ensuite, on établit les contrats, c'est-à-dire les limites entre l'éditeur et l'intégrateur. C'est assez délicat, hein, parce que quand il y a deux partenaires, il faut éviter que les uns se reportent les fautes des autres, les uns sur les autres, et qu'il n'y ait personne qui est responsable dans un contrat. Dans un contrat, on va toujours mettre l'ensemble des prestations, très clairement décrits, les fournitures, les résultats attendus avec les critères de réussite, et les clauses financières, et en particulier les pénalités. Dans les projets informatiques, c'est assez important. Les pénalités, ça veut dire que si le projet est en retard, eh bien, il est prévu de faire payer le responsable du retard. Dans la phase suivante, conception et développement, c'est tout le travail du chef de projet qui doit suivre son plan de projet. Tout ce qu'on a fait pendant le cours, hein, confronter les processus de l'entreprise et ceux de l'ERP, tous les éléments d'adaptation des processus de l'ERP, etc. Choisir donc les stratégies d'adaptation, valider chaque tâche et chaque processus de manière usine, c'est-à-dire par les informaticiens, les choses se font bien telles qu'on les a décrites, et ensuite de manière métier, c'est-à-dire par les utilisateurs. Au niveau technique, il faut très clairement intégrer l'ERP dans notre système d'information informatisé, donc il y a un vrai travail d'informaticien, et mettre en place les politiques de sécurité. On a là un logiciel qui va contenir l'ensemble des données de l'entreprise, ce n'est pas négligeable, et comme on le disait tout à l'heure avec Sonia Perrotte, la phase test qui est des fois négligée, et c'est bien dommage parce qu'elle est absolument essentielle. Déploiement, mise en service, suivi, il faut dater, faire un calendrier, et alors, quelques petites remarques, il y a un moment donné où il va falloir commencer à utiliser ce nouveau produit. Et donc, il y a un moment où on va basculer sur l'utilisation du nouveau produit. Alors, il y a 3 stratégies. On bascule partiellement, c'est-à-dire que telle fonction de l'entreprise bascule dans le nouveau produit et les autres continuent à utiliser l'ancien. Mais ça, c'est assez délicat, surtout avec un ERP qui est censé couvrir une grande majorité de nos processus. Donc, la plupart du temps, on va faire ce qu'on appelle un basculement complet. C'est aussi dit Big Bang. À un moment donné, crac, on passe de l'ancienne application ou des anciennes applications à la nouvelle application. Souvent, c'est un 31 décembre, fin d'une année, et pour le 1er janvier, on part sur les nouvelles applications. Et si on a vraiment les moyens ou qu'il y a des risques très importants, il existe la possibilité de fonctionner à double en parallèle, mais là, je ne le recommande vraiment pas parce que les utilisateurs ne migrent jamais quand on fait ce genre de choses. C'est très délicat. Il faut des cas très particuliers pour faire ce genre de choses. Dans la mise en service et dans le suivi, l'étape de formation d'une part des informaticiens qui vont assurer l'exploitation de l'ERP et de l'autre part les utilisateurs qui vont être donc les bénéficiaires de l'ERP est toujours très importante et elle coûte souvent assez cher. Et puis, c'est l'occasion de gérer le retour des utilisateurs, mettre en place des outils collaboratifs qui enregistrent les plaintes des collaborateurs, qui enregistrent les remarques. C'est très très utile et c'est très enrichissant, et là vous avez un projet qui est bien géré. Voilà, ainsi s'achève ce cours qu'on vous a donné Sonia Perrotte et moi. Vous avez encore à regarder les diapositives plus lentement et une bibliographie pour cette dernière partie que nous avons proposée par vidéo. Merci beaucoup.